Bienvenue sur la chaîne des non-dits au cabinet médical à propos de l'aptitude à conduire. Là, il s'agit d'un sujet très épineux, tabou, à y bien réfléchir. On s'immisce quand même dans la partie loisir, la voiture étant un outil qui permet le loisir et l'accès aussi aux nécessités de la vie. Donc je conçois bien que c'est pas facile. Mais bon, le médecin procède toujours avec beaucoup d'empathie, dans un climat de confiance avec son patient, bien entendu. Voilà. Vous verrez que la loi, enfin c'est pas une loi, c'est un arrêté qui existe en préfecture, est assez ambigu. Voilà, sur la compatibilité à conduire. Elle n'est pas contraignante, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc nous passerons en revue différentes situations par rapport à ce que dit notamment l'arrêté, comment le médecin peut procéder vis-à-vis de son patient, comment il va arriver à le convaincre, quelles sont les solutions, et travailler bien sûr avec l'entourage du patient et tout ça avec beaucoup d'empathie. Donc voilà, donc tout de suite, je vous propose une vidéo d'une quinzaine de minutes. J'espère que ça vous intéressera et peut-être que dans votre entourage, que ce soit pour vous, je ne le souhaite pas bien entendu, si vous avez un problème de santé, que ce soit pour quelqu'un de votre famille, ça peut être un enfant, ça peut être un aïeux, ça peut être un proche, vous puissiez éventuellement avoir quelques éclaircissements et peut-être discuter, de proposer, de suggérer certaines solutions puisque vous connaîtrez. Voilà, très bien. Bon, alors à tout de suite dans cette vidéo d'une quinzaine de minutes. Si je consulte les statistiques de la prévention routière, rien de précis sur les causes médicales d'accident. J'y note bien l'alcool, un malaise, une somnolence, circulation en contresens, inattention, enfin, dépassement dangereux et autres. Ça, ce ne sont pas des maladies, ce ne sont pas des causes réelles d'accident. Derrière cette terminologie inattention, contresens, dépassement dangereux, il peut y avoir effectivement une erreur d'appréciation inhérente à l'état cérébral du patient. C'est ce qu'on appelle la cognition, entre autres. Si j'évoque les problèmes visuels, si j'évoque l'épilepsie, les handicaps divers, la maladie d'Alzheimer, sachez qu'il existe une commission médicale du permis de conduire en préfecture qui estime l'aptitude pour l'obtention ou le renouvellement des permis. Alors vous savez bien, permis A pour les véhicules dont l'activité consiste au transport de personnes, véhicule B pour des activités de taxi, voiture de tourisme avec chauffeur, VTC, ambulance, ramassage scolaire, transport public de personnes. Les permis C, C1 qui concernent les poids lourds, D, D1 qui concernent plus précisément les transports en commun, et les CE, C1, DE, DE1 pour des véhicules avec des remorques. Voilà. Quelquefois, ces commissions médicales préfectorales recourent à des avis de spécialistes, par exemple neurologues, neuropsychiatres, ophtalmo, mais aussi à des tests psychotechniques pour étayer leurs décisions. Du reste, vous pouvez accéder à ces tests psychotechniques par Internet pour vous entraîner, par exemple. Ce sont ces mêmes commissions qui interviennent sur demande du juge ou du préfet dans les suites d'invalidation, de suppression temporaire, d'annulation du permis de conduire. Mais revenons à notre propos. Je suis face à mon patient. Quelle sera ma position? Il existe un arrêté, sorte de loi si vous voulez, du 28 mars 2022 qui fixe la liste des affections médicales compatibles avec ou sans aménagement ou restriction, que ce soit pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire. Cet arrêté est une refonte de celui de 2005, ça date pas d'aujourd'hui. Je vous mets d'ailleurs dans la description ci-dessous cet arrêté de 2022 au cas où vous vous poseriez question sur votre aptitude ou celle d'un proche. Bon, vous n'êtes pas médecin, je le conçois, mais vous constaterez tout de même la précision et la nécessité de la meilleure approche de la santé d'un patient et de son handicap, comme usager de la route bien entendu, inhérente à sa ou ses maladies. Selon l'article R226.1 du Code de la route, confère dans la description, certaines personnes doivent passer un contrôle médical avant de passer le permis de conduire, on l'a vu. Cet avis doit aussi être sollicité si une affection survient chez un possesseur déjà du permis. Ces pathologies et le niveau de handicap pour chacune de ces pathologies sont définis clairement
dans cet arrêté de mars 2022. Ah, il existe manifestement une forte ambiguïté. La réglementation dit bien que la santé de tout possesseur du permis doit être compatible avec la conduite, précisant que c'est le rôle de la dite commission. Mais il n'y a pas de moyen de contrainte à passer devant celle-ci. Il pourrait s'agir d'une incompatibilité partielle avec aménagement, restriction, ou totale, momentanée ou définitive. On n'est pas interrogé lorsqu'on va avoir le permis, on n'est pas interrogé lorsque l'on a le permis. Pendant mes consultations, je ne dois pas être le seul médecin, si l'on se réfère à cet arrêté, à me soucier de cette compatibilité. Tout d'abord, savons-nous où nous renseignons-nous si le patient conduit? A fortiori, nous devrions l'interroger sur ses difficultés. Et d'un, on dit, le médecin généraliste connaît son patient, il est en possession de son dossier médical qu'il peut compléter à tout instant par un avis complémentaire. Mais connaît-il l'arrêté de mars 2022 en question définissant les incapacités à conduire? Aucun enseignement dans le cursus des études médicales, de spécialité en médecine générale, ne concerne cet arrêté, ni sur la façon d'aborder le sujet avec ses patients. J'entends d'un savoir-faire particulier. Par contre, le médecin du travail doit signer l'aptitude à la conduite si nécessaire, dans certaines professions où la conduite occupe pas mal de temps. Alors, avec les véhicules, certains véhicules, on l'a dit, les poids lourds, par exemple, transport en commun. Nous l'avons vu, la conduite de certains véhicules impose le passage en commission. Bon, très bien, si l'état de santé met en doute les capacités à la conduite, le médecin du travail peut solliciter la commission. Ce peut être aussi d'ailleurs par l'intermédiaire de l'employeur. Dans les faits, la réglementation n'est pas contraignante pour tout quidam permis en poche. Confère la lecture stricto sensu de l'article R226.1 du Code de la route dans la description. Que se passe-t-il en pratique? Allons jusqu'au bout du raisonnement. En cas d'accident provoqué par mon patient, quidam, et dont la santé pourrait être estimée incompatible avec la conduite, il continue à conduire malgré mes recommandations. Responsable d'un accident, logiquement, il ne devrait pas être couvert par son assurance. Votre assurance vous interroge-t-elle sur votre capacité, notamment votre âge avançant de surcroît, en dehors d'un accident, bien sûr. Si vous avez un accident, elle est en totale ignorance d'une éventuelle explication médicale expliquant l'accident. Un diabète mal équilibré, avec malaise, une épilepsie mal équilibrée par le traitement ou en cours de recherche d'équilibre, patient qui ne suit pas bien son traitement, une atteinte visuelle, une addiction en cours de sevrage, avec risque notoire de malaise, toute pathologie connue du patient. Le médecin, dans son rôle d'éducateur thérapeutique, tente de convaincre ce patient des risques. Quelquefois, la question est posée par l'aidant familial. Le généraliste ne peut in fine qu'inviter le patient à une visite médicale par spécialiste, ça peut être un neurologue, un gériatre, ou directement proposer au patient une visite auprès d'un médecin agréé en privé, figurant sur la liste préfectorale. Il ne s'agit pas de la commission. Attention, il ne s'agit nullement de cette commission. Bien entendu, le patient peut demander à passer devant cette commission, mais j'en doute, il ne le demandera pas. Le médecin agréé connaît les 46 pages de l'arrêté définissant les pathologies. Je parle en PDF, 46 pages PDF. Vous les trouverez d'ailleurs dans le... Ne pensez-vous pas que nous sommes dans le type même de non-dit encore? Alors, il reste le civisme de tout un chacun. La bonne conscience professionnelle du médecin, dans sa fonction de promoteur de la santé publique, à savoir préserver d'abord son patient, médecin traitant, santé publique vis-à-vis des usagers. En fait, le médecin agréé est sollicité soit par l'aidant familial, soit par la tutelle, quand il y a tutelle. Bon, c'est eux qui vont demander au médecin, voilà, éventuellement. Quelquefois, dans les centres de rééducation, un ergothérapeute peut faire le point, demander à une auto-école agréée un test de conduite. Le patient lui-même, ou par l'intermédiaire de son médecin, peut solliciter un examen psychotechnique spécifique à l'évaluation des capacités à conduire. La consultation, entre parenthèses, auprès du médecin agréé s'élève à 36 €, selon mes informations. Et le test psychotechnique
90 €. Les avis complémentaires de médecins spécialistes peuvent être à la charge du patient aussi, quand c'est demandé par le médecin agrégé qui ne peut pas prendre sa décision comme ça. Très souvent, le médecin traitant est déjà en possession de comptes rendus dont dorénavant vous disposez, vous-même, le patient, sur l'espace santé. Oui, nous en entendons de ci, de là, je vous l'ai dit. Oui, il faudrait passer une visite avec l'âge avançant, etc. Mais auprès de quel médecin? Médecin traitant? Les études médicales font-elles une place au rôle et à la responsabilité du médecin de famille qui exerce dans ce cas particulier la tâche à la fois du médecin traitant et de santé publique? Se poser la question, comment aborder le sujet avec le patient ou sa famille qui l'accompagne? Tout ceci dans le respect du patient, voire du secret médical. Que de non-dits, n'est-ce pas? Tout au plus, le médecin du travail doit et peut se prononcer sur l'aptitude à conduire. J'insiste bien là-dessus. Mais que dans le milieu professionnel. Alors alerter le patient, alerter l'entourage éventuellement. Bon. D'ailleurs, le médecin connaît-il parfaitement la profession de son patient qui effectue 200 km par jour dans un véhicule ou il conduit un transport en commun, un camion, alors il présente un état neuropsychologique durable, rendant possiblement incompatible à conduire, surtout s'il est sous traitement, alors que son permis est toujours en cours de validité. Il est recontrôlé ultérieurement sur une fréquence de 3 ou 5 ans. Est-ce que moi, médecin, j'adresse le patient au médecin du travail, surtout s'il n'est pas en arrêt de travail, pour considérer sa capacité à conduire? Celui-ci signera-t-il une inaptitude temporaire? Enverra-t-il le salarié vers la commission? En passant, rappelons-nous que certaines boîtes de médicaments sur certaines boîtes figure un pictogramme, un dessin, mentionnant de ne pas conduire et de bien lire la notice. Attire-t-on l'attention du patient sur cette alerte? Je ne suis pas sûr que le faire. Insistons-nous pour le patient diabétique sur les risques d'hypoglycémie et de malaise au volant? En cas d'erreur diététique, s'il saute un repas ou s'il fait un effort considéré avant de prendre le volant? Avertissons-nous le patient insuffisant cardiaque sur certains degrés de fatigue, de baisse de vigilance au volant? Recherchons-nous suffisamment le syndrome d'apnée du sommeil et la somnolence dans la journée et les risques de baisse de vigilance au volant? D'ailleurs, confère ma vidéo sur le sujet de la somnolence. Exemple. Incompatibilité tant que persiste la somnolence malgré le traitement. Avis de spécialiste nécessaire. Reprise possible après 4 semaines de traitement et efficacité sur la somnolence. Et compatibilité de 3 ans. Vous voyez les conditions si l'on est somnolent à cause d'un syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce que nous parlons suffisamment de la vision avec nos patients? Et l'âge avançant, il faut un contrôle régulier chez l'ophtalmo. Que dit le décret? Si l'acuité est nulle sur un œil et que l'autre présente une acuité inférieure à 5/10, incompatibilité définitive. L'atteinte de la rétine n'est pas si rare avec le vieillissement. Vous savez, la plupart des patients épileptiques sont aptes à la conduite à condition de bien prendre leur traitement et de nous assurer, nous médecins, de leur hygiène de vie. Sommeil suffisant, éviter les excitants, j'en passe. Est-ce que nous le rappelons suffisamment aux patients? Le médecin écoute son patient senior sur son mode de vie. Comment fait-il ses courses? Quels sont ses loisirs? Importance de la conduite automobile, longueur des parcours, conduit-il la nuit? On connaît son attachement psychologique à sa voiture. Et si effectivement il mesure un niveau important de risque, sa relation privilégiée avec le patient va l'aider à passer le message des risques. Il s'en référera au dossier du patient, enrichi d'éventuels avis complémentaires de type gériatrique, je l'ai dit tout à l'heure, voire avis d'un médecin agréé consulté en privé, qui lui s'appuiera sur la définition des pathologies et des handicaps de l'arrêté du 28 mars 22. Je me répète, mais c'est important. Je veux que vous reteniez l'essentiel de cette vidéo. Pour ce qui concerne les pathologies étiquetées de dégénérescence cérébrale, Alzheimer par exemple, il existe une classification à 7 niveaux. On l'appelle l'échelle de Reisberg, R-E-I-S-B-E-R-G, qui remonte à 1982, à laquelle se réfèrent d'ailleurs les médecins agréés pour prendre leurs décisions. Ce niveau décrit des troubles cognitifs, le niveau 3, il y en a 7, qui commencent à perturber l'attention et l'entourage le constate aussi, tendance à se répéter,
Voilà, il égare ses objets, le patient, peine à se concentrer, à s'organiser, éprouve des difficultés à nommer les gens. Ses aptitudes à la tâche en pâtissent. Par exemple, se raser, mettre le couvert, faire un lit, il ne sait plus comment on fait. Et la personne en prend quelquefois conscience, effectivement. Le déclin reste malgré tout léger. Des mois peuvent s'écouler ainsi. Il existe aussi un test appelé le Mini Mental Status, MMS. Vous le trouverez dans la description, qui est fait d'épreuves, d'orientation dans le temps, dans l'espace. On pose à quelle saison sommes-nous, quelle heure est-il, quel jour sommes-nous, etc. Bon. On fait répéter 3 mots, par exemple, initiés par le médecin, et on fait un rappel après un temps de distraction. Des tests de langage, reconnaissance d'objets, on donne quelques ordres, on voit la réalisation, par exemple de dessin, bien entendu. Dans l'appréciation chiffrée est tenu compte du niveau culturel du patient. Avant tout, ces tests, j'insiste, se penchent sur l'activité de la vie quotidienne, à l'aide d'un questionnaire abrégé permettant une évaluation des activités instrumentales de la vie quotidienne. Ce test est très rapide, quelques questions et permet de repérer certaines dépendances. La prise des médicaments, je le disais tout à l'heure, l'usage du téléphone, la gestion du budget, savoir si on peut utiliser un transport soi-même, sans problème, en clair. L'empathie, dans cette situation, prime de la part du médecin. Il propose, il essaie de persuader, il ne culpabilise pas son patient, il n'ordonne pas, il essaie de convaincre. Bien sûr, il tient compte de la pathologie et du handicap, mais il ne se réfère pas à l'arrêté puisqu'il ne le connaît pas et on ne l'a jamais appris dans les études de médecine. Mais aussi aux médicaments qu'il prescrit à son patient, les effets indésirables, en appuyant sur le risque perturbant la vigilance au volant. L'inobservance du traitement, lui aussi, source d'accident. On essaie de convaincre de l'incapacité par une approche pragmatique, utilisant toujours la relation privilégiée, et quelques tests, on l'a dit. Bon. Pour la personne, je reviens là-dessus, dite senior, vieillissante, le médecin traitant recourt à l'aidant familial pour estimer la réalisation des activités dans la vie quotidienne. Mais aussi l'avis de spécialistes sur le plan purement médical. On l'a dit, le gériatre, le neurologue, le neuropsychiatre et, suivant la maladie, d'autres spécialités. Enfin, recours au médecin agréé, qui définit certaines restrictions, des aménagements, éventuellement une incompatibilité à tout produit. Chaque patient usager de la route est porteur d'une responsabilité civique. S'il se protège, il lui incombe de protéger aussi les autres. Son docteur doit l'aider pour cette appréciation. La loi n'impose pas grand-chose sur le sujet, hormis cas d'infraction, procéder à l'égard de nos proches vieillissantes sans les humilier. J'ai tenté de vous donner quelques aperçus dans la façon de procéder. Voilà. Il me reste à vous remercier de votre toujours bienveillante attention. N'hésitez pas à vous référer au site web dans la description ci-dessous. Je n'invente rien. Vos commentaires sont bienvenus. Si vous appuyez sur le pouce levé et que par bonheur vous vous abonnez, ce sera pour moi un encouragement à vous rencontrer sur cet écran, sur bien d'autres sujets. Du reste, la prochaine vidéo concernera un sujet des plus médicaux, les non-dits sur la cystite, pathologie fréquente, particulièrement de la femme, à ne pas négliger. Et donc, à bientôt.